Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce grand débat très attendu dans le cadre des élections fédérales 2025 qui met les candidats de la circonscription de Vaudreuil sur la même tribune, ici, à Coteau-du-Lac, au pavillon Wilson. Je me présente, Chantal Bédard, de la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé. À mes côtés, je vous présente Yannick Michaud du journal Saint-François Gravité Média. Bonsoir. Bonsoir, Chantal. Marie-André Prévost de la Voix régionale de Viva Média. Bonsoir, Chantal. Et Jessica Brisson de Néo-Média Vaudreuil-Soulanges Valleyfield. Bonjour. Bonsoir. Nous sommes 4 médias locaux qui ont décidé de travailler ensemble et de former un consortium régional en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges et la Chambre de commerce Beauharnois Valleyfield au Saint-Laurent. En effet, Chantal, une collaboration sans précédent afin que ce débat puisse obtenir une grande portée puisqu'il est diffusé en direct sur nos plateformes respectives. Pour vous, c'est une occasion rêvée pour les citoyens d'entendre les aspirants députés sur les enjeux qui les préoccupent. Nous tenons à souligner que ce débat est défrayé totalement par le consortium de médias et préparé par des journalistes professionnels. Un privilège pour notre région. Les défis que vivent les médias en général et particulièrement les médias locaux sont de taille. Les dommages causés par la fuite des revenus publicitaires via les GAFAM tels que Meta, X et Google fragilisent l'écosystème médiatique régional et met en danger l'accès à de l'information crédible, vérifiée et de qualité. Comme il est beaucoup question d'achat local par les temps qui courent, nous aimons rappeler à tous que l'achat local, c'est aussi investir dans vos médias locaux au lieu de le faire dans les réseaux sociaux détenus par des intérêts américains. Car comme vous pouvez le constater, c'est nous qui sommes présents ici ce soir au cœur de l'actualité de la circonscription de Vaudreuil pour donner droit à la démocratie et parole à vos candidats. Merci pour ce rappel décrivant l'importance de notre rôle dans la démocratie de proximité. Alors, sans plus tarder, démarrons ce débat. Je vous présente donc les candidats de la circonscription de Vaudreuil. De gauche à droite, M. Thomas Barré, candidat pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. M. Jean Boily, candidat pour le Parti populaire du Canada. Bonsoir, Chantal. M. David Hamelin-Schulenberg, candidat pour le Parti vert du Canada. Bonsoir, Chantal. M. Christopher Massé, candidat pour le Bloc québécois. Bonsoir. Et M. Peter Shefki, député sortant et candidat du Parti libéral du Canada. Bonsoir. Bonjour à vous 5. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous tenons à souligner que seul le candidat pour le nouveau Parti démocratique, M. Kalden Datsepa, n'a pas donné suite à l'invitation. Plusieurs thèmes seront débattus ce soir. Que seront-ils, M. Michaud? En effet, Chantal, nous avons travaillé nos questions à saveur régionale avec précision à travers 4 grands thèmes. Donc, messieurs, ce soir, il sera question de culture et d'identité, d'économie, d'environnement et enfin d'immigration. Et comment se déroulera ce débat, Jessica? Alors, afin d'être équitable, l'ordre des droits de parole a été déterminé par un tirage au sort effectué par les directeurs du consortium de médias. À tour de rôle, nous poserons d'abord une question et ensuite un débat d'une durée de 7 minutes sur cet enjeu sera ouvert entre tous les candidats. Notre rôle, à titre de modérateur, sera d'assurer le respect des règles afin de permettre des échanges vifs, mais respectueux. Alors, messieurs, nous comptons sur votre collaboration. Débutons immédiatement ce débat avec le premier thème, la culture et identité. Marie-André Prévost, votre question. Allons-y. Dans un Canada officiellement bilingue et considérant les transformations démographiques importantes survenues dans la circonscription de Vaudreuil au cours de la dernière décennie, notamment une croissance de la population de 13,5 % entre 2016 et 2021, atteignant ainsi 43 268 habitants seulement à Vaudreuil-Dorion, plusieurs citoyens expriment des préoccupations quant à l'érosion du français et de la culture québécoise, surtout dans un contexte où le français devient minoritaire dans certaines localités. Par exemple, selon le recensement de 2021, la proportion de personnes parlant le plus souvent le français à la maison dans la couronne de Montréal, qui inclut la région de Vaudreuil, la circonscription, s'est passée de 80,3 % en 2016 à 77,3 % en 2021, indiquant ainsi une diminution de l'usage du français dans la région. Ma question pour vous, messieurs, ce soir, comment
les élus et les institutions locales peuvent-ils répondre à cette réalité afin d'assurer non seulement la vitalité de la langue française, mais aussi la cohésion sociale et culturelle dans une région aussi dynamique et plurielle que la circonscription de Vaudreuil? Pour ce premier débat, le sort a déterminé que le premier à prendre la parole serait M. Christopher Massé, candidat du Bloc québécois. Je vous rappelle, messieurs, que M. Massé débute, mais vous êtes libres de sauter dans l'arène à tout moment et je me ferai la modératrice afin que chacun y trouve son compte pour prendre la parole et exprimer ses points de vue. M. Massé. Bien, merci. Effectivement, c'est une question qui préoccupe beaucoup de personnes que j'ai rencontrées dans la circonscription. Il faut reconnaître aussi que le français, c'est la seule langue commune de la nation québécoise et puis ça constitue aussi l'un des fondements de notre société. Je pense que le gouvernement fédéral devrait aussi aider justement le Québec, notamment dans adopter ou appuyer une motion qui vise à protéger la langue française et puis de ne pas financer des mesures qui anglicisent notre société. Malheureusement, notre député sortant et notre candidat du Parti libéral a voté contre une motion qui vise à justement protéger la langue française en 2021, où est-ce que le Bloc québécois a déposé une motion qui cherchait justement qui vise justement à modifier la Charte des droits et libertés et la Constitution québécoise, mais qui visait aussi à protéger la langue française. Mais le député du Parti libéral a décidé de voter contre cette motion. Donc, pour moi, c'est un non-sens. Vous me permettrez de vous interpeller directement, M. Chiffquier. Est-ce que M. Chiffquier, vous aimeriez répondre à ce point-ci? Bien, merci beaucoup. Premièrement, je suis d'accord avec M. Massé par rapport à le rôle que le gouvernement du Canada doit jouer avec le gouvernement du Québec. C'est pour ça qu'on a mis de l'avant la loi C-13 qui fait en sorte qu'on protège la langue française au Québec et à travers le Canada, incluant un investissement de 400 millions de dollars pour aider le Québec à protéger la langue française au Québec et les Français qui se trouvent à travers le pays. Mais il faut que j'explique aux gens qui nous écoutent à la maison la raison pour laquelle j'ai voté contre la motion du Bloc québécois est parce qu'il a commencé à jouer des jeux dans le Chambre des communes. Il y a plus d'une décennie que le Chambre des communes a déjà adopté une motion, comme M. Massé a expliqué, mais cette fois-ci, ils ont changé une partie de la motion. Ils ont enlevé à la fin « dans un Canada uni ». Moi, je suis une fédéraliste. Vous avez fait exprès en tant que parti d'enlever cette partie de la motion. Je n'étais pas d'accord avec ça parce que, d'après moi, le Canada est meilleur ensemble. C'est pour ça que j'ai voté contre la motion. Mais le Premier ministre, il a même voté pour la motion. Monsieur Barré? Mais je peux me permettre, dans le fond, M. Chiffquier, moi, je suis un fier fédéraliste aussi. Je suis fier d'être Québécois, je suis fier d'être Canadien. Je pense que la première chose qu'il faut dire en matière de langue française, c'est qu'il faut dire que le français est en déclin au Québec puis au Canada, ce que le Parti libéral tend à ne jamais dire. Je pense qu'on a une communauté qui est vibrante, qui est multiculturelle, qui est plurilinguistique dans Vaudreuil, avec des communautés qui sont vivantes à l'île Perrot, à Vaudreuil-Dorion, Hudson, Saint-Lazare et ainsi de suite. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est effectivement continuer à travailler avec le gouvernement du Québec pour défendre le français à tous les jours, parce qu'effectivement, c'est la langue de travail au Québec. Et les libéraux, M. Chiffquier mentionnait C-13, effectivement, là, pour défendre les communautés linguistiques, même hors Québec. Bon, ils parlent beaucoup, mais ils n'agissent peu. Là, encore aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation pour déterminer quelles sont les communautés minoritaires hors Québec. Moi, je pense que ça commence avec le Québec, défendre notre français. Donc, je suis d'accord avec M. Massé, effectivement, que c'est important, dans un Canada qui est fier d'être bilingue français et anglais. C'est très important de défendre notre langue française. Puis pour Vaudreuil, c'est important de continuer à avancer. J'ajouterais aussi que M. Chiffquier, avec toute honnêteté et respect, on parle de jouer des jeux dans la Chambre des communes. Christophe et moi, on a parlé durant les dernières élections qu'il y a deux peuples fondatrices ici. Les anglophones ne devraient pas être vus comme des ennemis, comme ils se sont fait faire depuis 5-10 ans. Et là, vous, à la Chambre des communes, vous avez appuyé le C-13, mais vous n'avez pas défendu les anglophones comme Anthony Housefather a fait. Donc, les anglophones, ils commencent à sentir comme vous êtes en train de les abandonner. Donc, si vous allez jouer des jeux, il faut savoir quel côté du culture vous allez jouer, monsieur. Je pense que j'ai pris mon rôle en tant que député très au sérieux. Si tu regardes tous les vidéos, toutes les choses que j'ai imprimées puis j'ai envoyées aux citoyens de Vaudreuil, c'était tout bilingue, en français en premier et après ça en anglais. Je suis sûr et certain, parce que j'ai vu des dépliants que le Bloc québécois a envoyés, il va faire de façon unilingue. OK? Moi, parce que la langue commune au Québec, exactement. C'est le français. Mais sais-tu quoi? Si tu veux être le député de Vaudreuil où qui se trouve 45 000 personnes, il faut faire le travail nécessaire pour envoyer et pour parler avec eux et partager de l'information. Je vais donner la parole, le droit de réplique à
Merci, à M. merci. Boily. Non, vous êtes bien aimable. C'est une question qui est tellement importante. Et puis, au niveau de l'identité, évidemment, la langue, mais l'identité en général, le Parti populaire du Canada a une position qui est un peu unique, dans le sens où nous, on veut s'assurer que prendre le problème à la base et que les immigrants adhèrent aux valeurs canadiennes. Donc, on est en parfaite adéquation avec ce que le gouvernement du Québec propose présentement, c'est-à-dire d'avoir un test pour les futurs immigrants, à savoir s'ils adhèrent aux valeurs canadiennes. Et les valeurs canadiennes, incluant évidemment le bilinguisme, incluant, si on vient au Québec, l'apprentissage du français. Donc, je pense que ça, c'est plus dynamique comme proposition pour dire que pour l'avenir, pour les nouvelles personnes qu'on va accepter, on va s'assurer que ces personnes-là vont bien s'intégrer dans la communauté. Oui, mais M. Boily, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut trouver un équilibre aussi, puis on parlera d'immigration un peu plus tard également. Bien sûr. Je pense qu'il faut reconnaître que le français est en recul au Québec et défendre ce fait-là, mais en même temps respecter nos communautés anglophones qui sont présentes dans Vaudreuil avec des villes à statut bilingue et trouver cet équilibre-là que personnellement, le Parti conservateur représente cet équilibre-là pour les francophones, pour les anglophones, pour les allophones. M. Chifquet est toujours entre les deux teintes tout le temps, puis M. Massé, c'est seulement francophone. Moi, j'ajouterais une question à M. Il faut trouver cet équilibre. J'ajouterais une question. Allez-y. Ma langue maternelle, c'est l'anglais. Mais je trouve que c'est important, parce qu'on est au Québec ici, la langue française, c'est notre langue commune, il faut la protéger. Monsieur Massé, puis peut-être ensuite à M. Schulenberg. J'ajouterais juste la question, ceci, pendant qu'on termine. C'est que je suis d'accord, il faut trouver l'équilibre. La question, c'est si vos valeurs, c'est de respecter tout le monde et que votre valeur comme parti, vous êtes le parti des minorités et tout, et la Constitution, mais la Constitution du Canada, les chartes des droits canadiennes, c'est de protéger les minorités à travers le Canada. Et la dernière fois que j'ai vu, le Québec est toujours fait partie du Canada. Donc, quand est-ce que vous allez commencer à respecter les anglophones autant que les francophones? Mais c'est exactement ce que j'ai fait depuis 2015. Je vais ajouter quelque chose parce qu'il reste 40 secondes. Si on veut vraiment protéger la langue française, il faut protéger les institutions qui promouvoient la langue française à travers le Canada, incluant Radio-Canada. Il faut dire, il y a une partie ici qui a déclaré publiquement, Pierre Poilievre, qui voulait couper les fonds pour CBC Radio-Canada. Mais ils disent qu'ils vont garder Radio-Canada, mais si tu coupes CBC, la moitié de l'information que Radio-Canada utilise pour partager avec les Canadiens et Canadiennes, les Québécois et Oui, parce que là, vous vous adressez directement au Parti conservateur. Exactement. Donc, rapidement, je pense que c'est la preuve que le Parti conservateur écoute la dynamique au Canada. Nous, on va défendre Radio-Canada à travers le Canada et continuer à garder le français. L'anglais, je pense, est en force à travers tu vas couper le CBC puis Radio-Canada. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Merci. Le 7 minutes est terminé et j'ai l'impression qu'on aurait pu continuer encore, encore un bout. Bon réchauffement. On est maintenant prêt à poursuivre avec le deuxième thème, qui est l'économie. Jessica, votre question. Merci beaucoup, Marie-André. La circonscription de Vaudreuil, comme l'a précisé ma collègue dans son préambule de questions, connaît une forte croissance démographique qui sera assurément accentuée avec l'arrivée du nouvel hôpital. Ce contexte, combiné à l'inflation et à la hausse constante des prix des loyers et des maisons, fragilise de nombreux citoyens. Les plus récentes données de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec révèlent que dans Vaudreuil-Soulanges, le prix moyen pour une résidence unifamiliale est passé de 386 000 en 2020 à 660 000 en 2025. Sur le marché locatif, le prix moyen d'un logement de 2 chambres à coucher est d'environ 1 720 par mois. Face à ce constat, que proposez-vous concrètement pour répondre à la crise du logement qui touche de plein fouet la région de Vaudreuil? Le sort a déterminé que le premier droit de parole sera à M. David Hamelin-Schulenberg, candidat pour le Parti vert du Canada. M. Hamelin-Schulenberg, la parole est à vous. Merci pour la question. Et je vais trancher ça en deux, mais je veux revenir à votre question de logement aussi. Pour nous, l'économie, c'est très important. Je veux juste commencer par dire que de toutes les parties en passant, les gros médias ne nous le disent pas, mais de toutes les parties, on a un plan qui est chiffré, puis on était le premier à l'avoir. On l'a eu le 14 avril. Donc, j'invite le monde à aller sur notre site Web, à aller checker ça. Notre plan inclut toutes sortes d'affaires pour réinvestir dans des jobs verts, avoir de la REM qui va aller à la nouvelle hôpital. Puis aussi, on veut avoir un revenu
viable garantie où que tout le monde peut sortir de la pauvreté. Et le plus gros, c'est important par rapport aux plateformes économiques, c'est qu'on va pas de taxes pour ceux qui gagnent moins de 40 000 par année. Pour revenir à votre question de logement, c'est une très bonne question parce que j'étais président d'une habitation, un coopératif d'habitation dans les années 90. Et ça, c'était la formule qu'on a utilisée, c'est que c'était autorisé par le gouvernement du Québec et chaque personne qui vivait dedans, ils pouvaient payer maximum 25 de leur revenu de l'année dernière comme loyer. Moi, j'aimerais ça avec le Parti vert et Mike Morris à Kitchener, Ontario. On veut commencer à donner plus de pouvoir aux coops et aux non-profits de commencer à bâtir des logements. Merci beaucoup, M. Schulenberg. M. Barré, oui, allez-y. Je pense que le logement est un enjeu majeur. Le coût de la vie est un enjeu majeur. Moi, j'ai 32 ans. J'ai grandi en banlieue. Je vis actuellement à Montréal. Et sous le gouvernement libéral, comme vous avez mentionné, le prix des maisons a augmenté à peu près du double. Et malheureusement, mon salaire, comme celui de beaucoup de personnes, n'a pas doublé. Ce qui fait que c'est un enjeu fondamentalement pour nous. Donc, c'est clair que nous, on va éliminer la TPS sur les logements de 1,3 million et moins pour faciliter l'accès à la propriété à travers le Canada et le Québec. Et surtout, une mesure forte en matière économique, nous, c'est de couper de 15 la première tranche de revenus d'imposition. Ça va permettre de donner 900 $ dans les poches d'un travailleur moyen et 1 800 pour les familles. Donc, c'est une aide qui est vraiment essentielle, je crois, pour mettre le pied et ramener des gens chez nous parce que, malheureusement, sinon, des jeunes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont fait leurs études, puis qui arrivent à un moment charnière pour fonder une famille, sont plus capables de revenir. Merci. Oui, M. Boily. L'éléphant dans la pièce, c'est la discussion, le débat présentement avec les États-Unis qui risque de nous mettre en récession avec les tarifs, avec l'attitude de M. Trump. Alors, la réalité, c'est qu'il faut se demander comment est-ce qu'on va adresser ça. Puis, je sais que les autres partis ont proposé des contre-tarifs que nous, les Canadiens, en passant, on paie. Mais on sait bien que dans une négociation, il faut qu'il y ait du donnant-donnant. Il faut qu'on mette quelque chose sur la table. Alors, moi, je demande à mes collègues... Si vous me permettez, M. Boily, j'aimerais ramener la question au niveau du logement. Parce que oui, effectivement, les enjeux des tarifs est très important, mais au quotidien, il y a des gens qui peinent à joindre les deux bouts, à payer leur loyer. Donc, si on ramène ça au logement, M. Schiffke? Ce serait un plaisir de partager notre plan, le plan de M. Carney. Premièrement, on vise à construire 500 000 maisons par année pour un total de 2 millions de maisons en 4 ans. On va rembourser 100 % de la TPS sur les nouveaux immeubles d'habitation locatifs. On va éliminer complètement le TPS sur les nouveaux investissements dans les logements locatifs. On va éliminer la taxe sur les produits et services pour les acheteurs d'une première maison, donc le prix est inférieur ou égal à 1 million de dollars. Il faut réaliser qu'on était déjà dans cette situation après la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cette période-là, le gouvernement du Canada a joué un rôle très positif en investir pour construire des maisons. On va faire la même chose. Et M. Carney, dans son plan qui est sorti il y a 3 jours, on inclut 25 milliards de dollars pour réaliser notre plan. Il n'y a aucune partie sur la table avec moi aujourd'hui qui va investir 25 milliards de dollars pour aider à construire des maisons dont les Canadiens et Canadiennes ont besoin. Mais malheureusement, ça fait 10 ans que le Parti libéral est au pouvoir puis il n'y a rien qui a été effectué au niveau des logements. Les maisons ont augmenté. Si je peux me permettre, je pense qu'il faut aussi investir dans les logements abordables et puis les logements sociaux, même les logements étudiants, notamment près des campus. Je pense que c'est important que le gouvernement fédéral ait son rôle à jouer, notamment dans l'investissement pour les logements. Mais malheureusement, même si M. Chefki propose, le Parti libéral propose de construire 500 000 maisons de plus, mais par contre, on n'a pas la main-d'œuvre. Donc, si on n'a pas la main-d'œuvre pour les construire, comment qu'on fait pour... Donc, pour moi, sortir des chiffres comme 500 000 maisons qui vont être construites, c'est un non-sens parce que déjà, on a des problèmes de main-d'œuvre en construction, puis même ailleurs dans d'autres secteurs économiques. M. Barré, vous aimeriez Je suis d'accord avec M. Massé parce que M. Chifquet puis un des ministres de logement sortant, qui est M. Fraser, promettait 250 000 habitations par année. Il n'y a rien livré dans les 3-4 dernières années depuis la pandémie. Donc, honnêtement, il y a plein de belles mesures, dont notamment la réduction de la TPS qui s'inspire du plan du Parti conservateur. Mais le Parti libéral va un peu nulle part. Nous, on va aussi vendre des terrains fédéraux pour faire du logement abordable parce que les jeunes, aujourd'hui, ont besoin d'avoir un chez-soi. Et n'ont pas les moyens. À donner les propriétés qui appartiennent au public puis aux citoyens. Ce n'est pas la façon. Ça commence à sembler à l'idée de ce que Trump est en train de faire aux États. Moi, j'ajouterais juste une dernière affaire avant que je le passe à mon collègue ici. C'est que faisant partie de notre plateforme aussi, qu'est-ce que je n'ai pas mentionné, c'est que le Parti vert, eux, dans notre plateforme, on veut décentraliser certaines des décisions. Nous, on croit que
il peut avoir plus d'argent pour les municipalités, loin de la centralisation du Québec. Nous, je sais que lui, il ne sera pas d'accord parce que ça va empêcher dans des champs de compétences provinciales, mais nous, on croit qu'on devrait... Il n'y a personne plus mieux placé que les élus locaux pour prendre de l'argent pour les infrastructures puis le logement, puis on veut faire ça. Monsieur Boily. Alors, pour revenir au logement, il y a 2 raisons principales pourquoi le prix des logements a augmenté. D'abord, il y a une immense demande qui est causée par l'immigration qui est hors de contrôle. 130 000 personnes sont arrivées au Québec l'an dernier. C'est bien au-delà de notre capacité d'accueil. Ça crée une pression sur l'offre. La deuxième partie, c'est l'inflation. Puis l'inflation est clairement causée par un excès de dépenses qui fait qu'on doit, pour compenser, augmenter l'inflation. La banque imprime de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on a un excès de dépenses? Parce que le gouvernement, dans les 10 dernières années, a beaucoup trop dépensé dans beaucoup trop de domaines. Merci, M. Massé. On parle de logement, puis la question est très bonne. Puis je parle à ceux qui sont jeunes comme moi, qui en ce moment qui sont locataires, qui cherchent l'accès à la propriété, mais ils ne peuvent le faire en raison des mesures qui ont été mises en place par le Parti libéral. Nous, ce qu'on propose, c'est justement qu'on aide dans la mise de fonds, justement en donnant un prêt de 20 000 sans intérêt et puis remboursable jusqu'à 4 de la mise de fonds. Puis justement, on parlait d'accès à la propriété. Il faut construire plus de logements abordables et de logements sociaux. Mais justement, l'accès à la propriété est crucial pour les jeunes comme moi qui cherchent à s'installer aussi dans la région comme propriétaire. Je pense que c'est essentiel. Puis le Bloc québécois sera là pour travailler pour y faire. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Donc, le 7 minutes est terminé. Merci encore. Chantal. Nous allons maintenant prendre une courte pause. Il fait chaud dans le studio télé. C'est bien, c'est des bons débats. On a bien commencé cette première partie. Donc, pause de 2 minutes, une publicité fournie gracieusement par le Centre Notre-Dame de Fatima, situé à Notre-Dame de l'Île-Perrot, vous accompagnera, chères personnes à la maison. On vous revient dans quelques instants pour débattre sur les enjeux de l'environnement et de l'immigration. Entre amis, en groupe, entre collègues, entre aventuriers. Bienvenue dans notre havre de paix. Un endroit où le contact humain prime. À travers tout ce que nous faisons, nous mettons de l'avant des valeurs de partage, d'ouverture d'esprit et d'inclusion afin d'offrir des moments uniques et authentiques. Notre mission, permettre à tous de vivre l'ultime expérience de camp. Une expérience forgée à travers le temps et remplie d'histoire qui permet à chacun de reconnecter avec ses valeurs, son environnement et sa communauté. Nous sommes le Centre de plein air Notre-Dame de Fatima. Un endroit unique. Un endroit accueillant. Un endroit où la nature humaine peut enfin se retrouver à l'état naturel. Madame, Monsieur, nous sommes de retour au débat des candidats de la circonscription de Vaudreuil. Merci d'être avec nous. On nous indique que plusieurs personnes écoutent le débat en direct sur nos plateformes 100% locales. Et je vous rappelle que le débat sera disponible en différé dès demain sur nos différentes plateformes. Poursuivons maintenant avec le 3e thème, l'environnement. Chantal, ta question. Merci beaucoup, Yannick. La MRC de Vaudreuil-Soulanges est la région du Québec comptant le plus de pipelines, avec 4 lignes nationales de gaz et de pétrole provenant de l'Ouest canadien, qui entrent justement dans la circonscription par Pointe-Fortune, Hudson, Vaudreuil-sur-le-Lac, l'île Cadieux.
Elles sont tous près de prises d'eau potable. On lance même l'idée d'en ajouter afin de stimuler l'économie canadienne face aux États-Unis notamment. Plusieurs réserves sont émises concernant la sécurité des zones urbaines tout près de ces pipelines qui traversent la région, mais aussi pour le respect de l'ensemble des juridictions. L'intérêt public, parfois, fait fi des processus d'acceptabilité sociale des citoyens. Où trace-t-on la ligne entre le fragile équilibre entre l'environnement et l'économie? Que devrait être, d'après vous, messieurs, la priorité? Le sort a déterminé que le premier droit de parole sera à M. Peter Shefki, député sortant et candidat pour le Parti libéral du Canada. Vous avez 7 minutes. Merci beaucoup, Chantal. Comme vous savez, c'est la raison principale pour que je me suis présenté en politique en 2015, la protection de notre environnement. Je pense qu'on avait le meilleur plan en 2015, puis encore une fois, en 2025, on a le meilleur plan de tous les partis qui se présentent dans ces élections. Je veux juste partager, avant que je réponde à votre question, des statistiques, des choses qu'on a faites depuis 2015. Premièrement, on a été capable de protéger ces aires protégées de 2,2 millions de kilomètres. La protection des océans, quand on a rentré en pouvoir en 2015, c'était à 1 Maintenant, on se trouve à 14,7 On était capable d'investir 4 milliards de dollars pour le faire. Et cet argent-là, j'étais capable d'utiliser ça comme député pour protéger 360 hectares de Mont-Rigaud et 11 hectares de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Je travaille maintenant avec la ville de Vaudreuil-sur-le-Lac et plusieurs d'autres villes pour protéger encore plus. C'est ça qu'il faut faire pour les prochaines générations. Par rapport à votre question, moi, il faut trouver l'équilibre entre l'économie et la protection de notre environnement. C'est la première fois que je cogne aux portes, puis les gens ils disent « Sais-tu quoi? Je suis pas mal d'accord avec un oléoduc qui traverse le Canada, qui se termine à Nouveau-Brunswick. » Ça ne veut pas dire que je vais voter en faveur d'un oléoduc. Pour moi, qu'est-ce qui va déterminer si je vote en faveur, oui ou non? C'est l'appui du gouvernement du Québec. Si tu veux avoir un oléoduc qui traverse le Canada, il faut avoir l'appui des provinces, des territoires et aussi les nations, les Premières Nations. Sinon, on ne peut pas le faire. Mais M. Shefki, je suis content de voir que vous ouvrez maintenant la porte. Là. Je pense qu'au Parti conservateur, on a toujours été fiers de nos ressources naturelles aussi, puis de trouver cet équilibre-là. Parce qu'on est un grand pays. Le Québec est aussi une grande province avec des mines. On a d'exploiter effectivement des ressources naturelles comme le pétrole, comme le gaz naturel, et surtout avec une dynamique américaine comme on a actuellement. Il faut qu'on soit autonome parce qu'on ne peut pas simplement se limiter à croire que tout va revenir à la normale avec les États-Unis. Donc, nous, on a de l'ingéniosité, on a des cerveaux intelligents. Je pense qu'on est capable de créer plus de pipelines, plus d'exploitation de ressources naturelles, mais en ne sacrifiant pas notre environnement. Parce qu'on est fiers, comme vous disiez, à Rigaud, à Hudson, tout notre territoire est magnifique. Puis je pense qu'il faut trouver l'équilibre. Il faut que les jeunes puissent aspirer à pouvoir se procurer une maison, à avoir une belle vie. Et s'il faut que ça passe par les ressources naturelles, ça passera par les ressources naturelles. M. Boily? Bien, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec les produits pétroliers. Hein? On pense à l'essence, on voudrait toutes les remplacer par des voitures électriques, mais la réalité, c'est qu'on fait des plastiques, on fait des polymères. Montréal est un centre aussi de pétrochimie. Alors, il y a tout ça dont il faut tenir compte. Il y a beaucoup d'emplois qui dépendent de ça présentement à Montréal, puis on pourrait croître ça aussi. Peut-être que dans le comté de Vaudreuil, avec 4 pipelines, on a déjà donné... Il y a beaucoup de craintes concernant l'environnement, M. Massé. Et ce que je trouve inquiétant, c'est qu'on utilise la crise économique actuelle avec les États-Unis d'utiliser les oléoducs comme étant une façon pour réduire notre dépendance avec les États-Unis, mais en restant dépendant avec le pétrole de l'Ouest. Donc, moi, je trouve ça inquiétant qu'on veut imposer justement les oléoducs, surtout que ça va une distance d'environ 4000 km de construction, que ça va durer déjà 8 à 10 ans. Il faut prendre en considération les évaluations environnementales là-dedans. Donc, dans 8 à 10 ans, on va peut-être avoir un oléoduc. Puis, pour combien de temps qu'on va avoir du pétrole? Peut-être bien à 30 ans. Donc, pour moi, je suis complètement d'accord avec lui. On ne devrait pas se définir selon les politiques d'un autre pays ou d'un bully d'un autre pays. Surtout quand, oui, ça va prendre 10 à 12 ans à bâtir un oléoduc, puis M. Trump ne sera plus là. Moi, mon problème avec le plan libéral, c'est deux choses. Premièrement, c'est le parti qui dit être une partie environnementale. Par contre, il s'achète un oléoduc qui va vers le Pacifique. 2, il autorise du forage de plus sur l'océan Atlantique. Et là, comme M. Shefki a dit, son propre chef, là, il songe à peut-être mettre un autre. Et moi, étant le critique de sécurité publique et les préparations d'urgence, nous, au Parti vert, on a dévoilé au mois de novembre que le gouvernement fédéral n'est pas prêt pour un déversement d'huile. M. Shefki? Mais je vais seulement vous partager encore une fois des faits. Premièrement, on était le seul gouvernement dans l'histoire qui était capable de réduire nos gaz à effet de serre de 53 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Ça, c'est numéro 1. Deuxièmement,
L'oléoduc qu'on a construit dans l'ouest du Canada fait partie de notre plan public et je vous encourage, les citoyens de Vaudreuil, de lire notre plan qui va nous permettre d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, de réduction de 30 % d'ici 2030. C'est un fait. En sous le leadership de Stephen Guilbeault, un des fondateurs de l'hectare. Monsieur Shifley, on va garder ça simple, OK? Un parti qui se dit environnemental n'achète pas de pipeline. C'est aussi simple que ça. Moi, ce que je dirais, c'est ceci. Si moi, je serais privilégié d'être votre député élu, moi, je vous dis tout de suite que je vais me battre bec et ongle et empêcher la construction d'un 6e oléoduc. Madame, c'est pas 4, c'est 5 oléoducs qui sont... Moi, ce que je trouve fascinant, c'est quand le Parti libéral se défend comme étant le sauveur de l'environnement et puis de son bilan en environnement, quand il continue à subventionner les compagnies pétrolières de l'Ouest. Puis pendant ce temps-là, dans l'Ouest, c'est une politique différente de ce qui se passe, par exemple, dans le restant du pays. Donc, moi, je trouve ça un petit peu aberrant qu'on continue à subventionner. Quand on parle d'environnement, 70 milliards de dollars en plus. Là. Quand on parle d'environnement et d'eau potable, c'est vraiment remarquable de réaliser qu'après tous les efforts qu'ils ont prétendu avoir mis dans les 10 dernières années, il y a encore des communautés autochtones qui n'ont pas d'eau potable au Canada. Puis ça, dans un pays comme le nôtre, c'est inacceptable. Monsieur Barry, vous avez un commentaire? Si je peux me permettre, on parlait effectivement des ressources naturelles aussi. Le Parti libéral flip-flop tout le temps. Pendant 7 ans, ils nous ont dit que la solution pour l'environnement, c'était la taxe carbone. Et là, par opportunisme politique, ils vont annuler la taxe à la dernière minute. Donc, honnêtement, ils ont fait des choses sur un coin de table. Il faut avoir une stratégie à moyen long terme. Le pipeline, le gaz naturel, c'est pas le long terme. C'est faire une transition. Mais demain matin, c'est pas vrai que tout le monde, dans Vaudreuil ou même vers Valleyfield aussi, ont toute une voiture électrique. Il faut faire cette transition. Il faut être intelligent. Puis il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable et voir à long terme tout en protégeant notre environnement. Il y a plusieurs choses. Premièrement, je suis fier de notre travail pour donner l'eau potable aux communautés autochtones. Quand on est rentré au pouvoir, il y avait plus de 150 communautés à travers le pays. 80 % de moins ont 20 % présentement n'ont pas accès. Donc, on a fait du travail 80 %, plus que tous les gouvernements dans l'histoire du pays. Donc, on est fiers de ça. On a investi 8 milliards de dollars pour le faire. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, Monsieur Barry, vous pouvez parler de la protection de notre environnement en tant que candidat pour les conservateurs. Absolument. Vous n'avez pas de plan. Brian vous avez, c'est lui qui a fait le plus pour l'environnement à travers toutes les portes du Canada. Dans la Chambre de communes, quand votre chef, Pierre Poilievre, a voté contre les subventions pour les autos électriques, contre les subventions pour des bornes électriques, contre la protection de nature. Vous achetez un pipeline plutôt que de permettre au secteur privé de le faire. J'ai utilisé pour protéger Mont-Rigaud. Votre chef a voté contre le fonds que j'ai utilisé pour protéger Mont-Rigaud et Notre-Dame de l'Île-Perrot. Vous avez voté contre. Merci, M. Chefki. Très bon débat. Merci. Belle joute. 7 minutes, c'est très rapide. Alors, nous allons maintenant poursuivre avec le 4e et dernier thème. Un autre thème très intéressant, c'est-à-dire l'immigration. Alors, Yannick, votre question. Oui, merci beaucoup, Chantal. Merci, messieurs. Et à date, ça va super bien. Ça reste civilisé. On y va avec la 4e et dernière question. Les questions touchant à l'immigration donnent lieu à divers points de vue. D'une part, on évoque la pénurie de main-d'œuvre, on l'a évoqué un peu plus tôt, qui affecte de nombreux employeurs dans divers secteurs, dans la région notamment. Ceux-ci voient dans la main-d'œuvre étrangère une solution à ces problèmes. En contrepartie, la capacité d'accueil des nouveaux arrivants demeure limitée par divers facteurs. Les organismes communautaires, les écoles, les services gouvernementaux ne fournissent pas, ça déborde de partout. À l'inverse, la construction du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges exigera de nombreuses embauches, notamment des infirmières, des médecins. Comment trouver un équilibre dans cette question d'immigration? Une question qu'on a évoquée dans les premiers thèmes. Et maintenant, comment trouver l'équilibre dans tout ça? Le sort a déterminé que le premier droit de parole sera M. Jean Boily, candidat pour le Parti populaire du Canada. M. Boily, à vous la parole. Merci beaucoup. Quand tu as un bris d'aqueduc, tu as un bris de tuyau dans ton sous-sol, bien, tu peux prendre une chaudière et essayer de vider le sous-sol ou tu peux essayer de remonter ton 2e étage. Mais l'approche logique, me semble, ça serait d'aller fermer l'eau. Et puis, c'est ce qu'on dit, nous, au PPC. On va fermer l'eau, on n'arrête pas l'immigration, on n'est pas contre l'immigration. Le Canada est un pays d'immigrants, mais comme c'est là, on a largement dépassé nos capacités d'accueil. Alors, nous, on dit, on va prendre une pause,
on va faire un moratoire, on va s'assurer d'accepter, d'intégrer des personnes qui sont déjà là, de diminuer l'incroyable liste d'attente qu'on a pour la révision des dossiers. Puis ensuite de ça, on fera un débat national, puis on décidera qu'est-ce qu'on veut accepter. J'adore votre analogie, monsieur, parce que je l'ai même marqué dans mes notes. C'est depuis la fermeture du champlure de l'immigration qu'on commence à avoir des problèmes dans le Vaudreuil-Soulanges. Moi, quand je vais porte à porte, surtout dans les villages du frontière et les fermiers, ils me disent qu'ils sont en train de se faire mettre un bras en arrière de leur dos puis se faire dire par le fédéral quoi faire. Ils disent que Trump, il menace leurs entreprises, puis que là, de l'autre bord, bien, le gouvernement fédéral dit, bien, on a besoin que vous augmentez la capacité interne. Comment que vous voulez faire ça s'il n'y a pas personne pour le job? On vient de changer, on vient d'éliminer ou de réduire à 10 les accès aux travailleurs étrangers temporaires. Et on ne parle pas des employés pour des Tim Hortons ici. On parle pour les fermiers, pour des jobs que des Québécois ne veulent pas faire. On a besoin d'eux, puis on a besoin. Et si moi je suis élu, je vais me consacrer à élargir cet accès. Il faut revoir les cibles des migrations qui correspondent à nos capacités d'accueil. On parle ici aussi de la question de la francisation, je l'ai évoqué tout à l'heure, la construction et puis toute la capacité d'accueil que nous avons ici au Québec. Puis déjà, en partant, on pense que l'immigration doit être du ressort des provinces et même du Québec parce que chaque province a sa propre réalité. Comme le Québec a sa propre réalité, notamment pour la protection de la langue française, et puis les cibles et puis la capacité d'accueil doit être partie intégrante dans la question. Mais merci beaucoup, Yannick. Mais il faut parler des faits. C'est une juridiction partagée avec le gouvernement du Québec, en effet. Les travailleurs qualifiés, c'est le gouvernement du Québec qui choisit leur propre cible, 50 000 par année. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui ont dit on veut avoir 50 000 travailleurs qualifiés. C'est moi et le gouvernement fédéral qui vont aller chercher ces gens-là. Deuxième chose, travailleurs temporaires. Je ne peux même pas faire entrer pour un de mes agriculteurs un travailleur temporaire sans avoir un certificat du gouvernement du Québec. Donc, ici au Québec, c'est différent à travers le pays. Il faut respecter la compétence du gouvernement du Québec. On a signé des ententes avec eux. Et quand vous avez parlé des chiffres de 100 quelques mille immigrants, c'est le gouvernement du Québec qui ont donné leur appui. C'est pour ça que le Québec veut avoir le pouvoir en immigration. Il y a M. Barré qui avait demandé la parole. Si je peux me permettre, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le Parti libéral du Canada a échoué dans le système d'immigration. On parlait des organismes communautaires, les écoles qui manquent d'enseignement, les services de francisation qui débordent, la crise du logement, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis les libéraux ont utilisé le programme de mobilité internationale pour contourner les seuils du Québec. Je pense qu'il y a 3 réponses qu'il faut avoir très clairement. Il faut rétablir des seuils d'immigration qui sont sensés, qui sont liés avec la crise du logement sur laquelle on vit partout sur le territoire. Il faut également refuser les faux demandeurs d'asile. Les libéraux ne traitent pas les dossiers, ça prend 3-4 ans. Puis il faut se mettre dans les souliers de ces gens-là. À un moment donné, il faut que tu aies une réponse plus rapidement que ça. Si tu es un vrai réfugié, tu es un vrai réfugié. Si tu es un faux, tu es retourné. Puis au final, il faut respecter l'accord que Brian Mulroney a signé avec le Québec pour réguler les immigrants temporaires. C'est essentiel pour défendre et donner des talents à nos entrepreneurs en région. Je trouve aberrant que... avant, après ça, M. Schulenberg. Quand tu annonces à l'humanité entière que le Canada est ouvert puis qu'on va accueillir tout le monde, bien là, tu encourages des systèmes de bandits qui vont détrousser les gens pour les amener à la frontière. On a vu même des publicités qui disaient « nourriture gratuite pour les étudiants » et qui arrivaient à l'Université du Québec à Chicoutimi. On crée un problème monstrueux quand on n'a pas le courage politique de dire on va prendre ce qu'on est capable de prendre puis ce qu'on est capable d'intégrer. C'est sûr que le système fédéral par rapport à l'immigration a beaucoup, beaucoup de lacunes. Il y a trop de dossiers qui sont en attente. On peut en aller plus loin. Mais moi, qu'est-ce que je trouve le plus aberrant dans toute cette discussion-là, c'est qu'il manque une équation à tout ça, c'est-à-dire la frontière, de protéger notre frontière. On a du monde, on a des familles qui sont en train de se noyer sur le Saint-Laurent parce qu'ils sont en train d'essayer de rentrer soit aux États ou soit rentrer ici. Ils sont en train de se geler dans les champs de Panton près de Mansonville. Le gouvernement canadien et le fédéral a manqué ses tâches à donner les ressources nécessaires au CBSC puis aussi au GRC. Saviez-vous qu'il y a juste un bateau du GRC puis on a 2 grosses lacs, on a le lac Champlain, lac Memphremagog puis évidemment le fleuve Saint-Laurent. Il faut donner les ressources pour eux. Et dernièrement, je dirais ceci, il faut aussi attaquer, c'est quoi le problème? Le problème, c'est le trafic humain. Que vous voyagez de quelqu'un de l'aéroport de Montréal jusqu'à Cornwall puis le traverser là, c'est du trafic et il faut arrêter ça. Et nous, le Bloc québécois, qu'est-ce qu'on propose? C'est de créer... Après ça, Christopher.
Merci beaucoup, Yannick. Regarde, en parlant de notre frontière, quand on est rentré au pouvoir en 2015, la première chose qu'on a faite, on a investi $1 milliard pour embaucher les 900 membres de la SFC, les gens qui traversent nos frontières, que les gouvernements conservateurs ont coupés. Ouais, ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir. Là. Et c'est quoi? On vient juste d'annoncer un autre 1,3 milliard pour renforcer encore une fois notre frontière. On parle de sécurité à la frontière, mais il faut régler le problème d'immigrants. Qu'est-ce qu'il y en est pour la région actuellement? Qu'est-ce qu'on fait? Saviez-vous que... M. Massé avait demandé la parole. C'est sûr qu'au niveau, comme je l'ai mentionné tantôt, il faut parler d'accueillir les immigrants, mais en fonction des capacités d'accueil, ça, c'est évident. L'autre élément aussi, c'est considérant les travailleurs économiques temporaires qui sont indispensables pour nos secteurs industrie, agriculture et autres. Puis il faut mieux les encadrer. Il faut lutter aussi contre l'abus des employeurs. On veut mettre fin justement aux permis fermés et remplacer par des permis ouverts, sectoriels et même régionaux. Je pense que c'est essentiel au niveau de l'agriculture surtout. M. Schulenberg, en terminant, M. Il y a beaucoup de citoyens qui sont pas au courant d'un fait. Au Canada, on a des lois qui sont contre le trafic des humains à rentrer au pays. Mais en sortant, croyez-vous-le pas, c'est pas illégal. Il faut commencer à s'attaquer à ça. Et ça, c'est qu'est-ce que nous, avec les Verts, on veut commencer à faire. Une vingtaine de secondes, M. Barré. En matière d'immigration, il faut juste se rappeler que, comme on l'a dit précédemment, on est une terre d'accueil, puis on veut continuer à être une terre d'accueil, mais il faut le faire de manière ordonnée. Le Parti libéral nous a mis en échec en accueillant trop de gens, trop rapidement, de manière n'importe comment. Je pense qu'il faut le faire en complémentarité avec les communautés, avec les municipalités, mais en remettant au cœur de tout ça la crise du logement que le Parti conservateur veut régler, que le Parti libéral n'a pas réglé. On va couper les taxes. Continuer aussi avec l'initiative du siècle de 100 millions d'immigrants pour... de 100 millions d'habitants d'ici 2100. Donc, je trouve ça aberrant aussi qu'il n'y ait pas de... Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous cinq. Ça a été, encore une fois, civilisé. Ça a été de beaux échanges. Alors, c'est terminé pour ce débat. La parole à toi, Jessica. Alors, voilà, les joutes sont terminées. Merci infiniment, messieurs, pour ces échanges très, très musclés, très enrichissants également. Donc, nous vous laissons le mot de la fin en vous adressant un tour de rôle aux électrices et aux électeurs de la circonscription de Vaudreuil. Vous avez 1 minute pour vous adresser. Donc, on va commencer de droite à gauche cette fois-ci. Donc, M. Peter Schiffke, députant sortant et candidat pour le Parti libéral du Canada, la parole est à vous. Mais merci beaucoup. Je veux commencer par remercier le consortium des médias pour avoir organisé notre débat ce soir. Et je veux parler directement à vous, les citoyens de Vaudreuil. Je veux vous remercier d'avoir passé 1 heure avec nous ce soir. J'espère que notre discussion a aidé à prendre votre décision, votre choix final. Et que votre choix, c'est de voter pour le Parti libéral du Canada. Votre choix, c'est de voter pour Mark Carney comme premier ministre du Canada. Et votre choix, c'est de voter pour moi en tant que votre député. Il y a du travail encore à faire dans notre communauté. Et je veux le faire pour vous et vos proches. Je veux protéger votre entreprise, je veux protéger votre emploi, je veux protéger notre souveraineté contre Donald Trump et les États-Unis. Je veux le faire pour vous et j'espère, le 28 avril, de gagner votre appui encore une fois. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Merci, M. Schiffke. M. Christopher Massé, candidat pour le Bloc québécois, la parole est à vous. Bien, merci encore pour la tenue de ce débat. C'était excellent pour notre démocratie, puis bravo aux candidats qui se présentent dans la circonscription. Chers citoyens, je suis un jeune professionnel en environnement qui aime relever des défis. J'étais candidat aux élections générales québécoises de 2022 pour le Parti québécois. Et je suis président actuellement du Syndicat national des employés de la ville de Pincourt. Je suis engagé dans plusieurs autres organismes et plusieurs pourront en témoigner lorsque je m'engage dans quelque chose, je le termine jusqu'au bout. Je suis un gars d'ici, un gars d'équipe, passionné par la politique et prêt à servir la population de Vaudreuil. Je me présente pour le Bloc québécois afin de vous offrir un changement dans la circonscription. Et vous aurez un député avec une voix libre au Parlement pour rendre des comptes et faire pression au gouvernement afin de défendre les intérêts du Québec et ceux de Vaudreuil. Bien que c'est l'Ontario et l'Ouest canadien qui décidera la couleur du prochain gouvernement, nous demandons aux Québécois un mandat fort afin d'obtenir la balance du pouvoir pour que le Québec soit représenté à la table des négociations face à la menace tarifaire de Trump et s'assurer que nos industries, notre culture, notre langue, notre environnement soient protégés. Ensemble, choisissons le Québec, choisissez le Bloc québécois.
Merci, M. Massé. M. David Hamelin-Schulenberg, candidat pour le Parti vert du Canada. La tribune est à vous. Merci pour l'opportunité ce soir et chers visionnants, merci d'avoir tuné pour nous écouter ce soir. Ce soir, on a entendu trois visions bien différentes pour l'avenir. Vous avez entendu un plan qui semble vouloir dégraisser l'État, comme on le voit malheureusement aux voisins de nos Sud. Nous avons entendu un autre plan de l'autre bord qui essaie de planter le dernier clou dans un cercueil de promesses brisées depuis 2015 et qui font tout pour se ressembler le plus vite possible aux versions légères des conservateurs. Et puis, vous avez entendu celui du Parti vert. C'est un plan de société plus progressive qui ne laisse personne derrière. C'est un plan qui il a son temps enfin et qui s'attaque aux plus grands problèmes qui nous menacent présentement, la crise climatique ainsi que les menaces de l'extérieur et chez nous, incluant nos droits démocratiques, constitutionnels et notre souveraineté. Je vous laisse avec une question. Ah, trop tard. Bon, merci beaucoup, M. Hamelin-Schulenberg. M. Jean Boily, candidat pour le Parti populaire du Canada. La tribune est à vous sur la caméra, là. Merci beaucoup. Merci au consortium de m'avoir invité. Merci à mes collègues d'avoir débattu avec moi. Ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je trouve que la démocratie, c'est une bien belle chose. C'est formidable. Ça nous permet rarement, mais une fois de temps à autre, de venir donner notre opinion personnelle. Et puis, moi, j'aime pas du tout l'approche de vote stratégique, parce que pour ça, il faudrait que je sache comment les autres vont voter pour que ça soit pratique. Moi, je pense que j'ai envie de vous dire de voter avec votre cœur. Alors, si on ne vous a pas suffisamment éclairé ce soir, allez voir nos programmes, faites-vous une idée. Puis s'il y a quelque chose qui vous touche puis qui vous plaît, allez-y. Votez pour cette personne-là. En ce qui me concerne, je pense que ça serait vraiment plaisant d'avoir aux communes une voix un peu différente de tout ce qu'on entend puis qui finit tout par se ressembler dans les autres partis. Un parti qui sera là pour vous, le Parti populaire du Canada. Merci. Merci beaucoup, M. Boily. Finalement, la parole est à vous, M. Thomas Barré, candidat pour le Parti conservateur du Canada. La parole est à vous. Merci au consortium de m'avoir invité ce soir. C'est très apprécié. Citoyen de Vaudreuil, mon nom est Thomas Barré. Je travaille dans le milieu bancaire. Aujourd'hui, je suis candidat pour le Parti conservateur parce que le coût de la vie ne cesse d'augmenter sous le Parti libéral. Le coût du logement, le coût de l'épicerie aussi, que beaucoup de Canadiens et de Québécois ne peuvent se permettre. 4 éléments, je pense qu'il faut se rappeler si vous voulez voter pour moi pour faire du Canada un meilleur pays où vivre. Couper les taxes et les impôts, ça veut dire réduire de 15 % vos impôts, 900 $ de plus dans vos poches, 1 800 $ pour une famille. Bâtir des logements, moins de bureaucratie libérale et du blabla qui ne mène à rien, et moins de taxes, notamment éliminer la TPS sur les immeubles de 1,3 million de dollars et moins. Réparer le budget, certains ne l'ont peut-être pas vu, mais en fin de semaine, le Parti libéral de Mark Carney a annoncé 130 milliards de dépenses additionnelles qui s'additionnent aux 700 milliards déjà faits sous Justin Trudeau. Ça veut dire plus d'impôts, plus de taxes, plus d'inflation et ainsi de suite. Moi, je suis là contre ça et mettre le Canada d'abord parce qu'il faut avoir des seuils d'immigration qui sont responsables puis protéger notre environnement, exploiter nos ressources naturelles. Votez conservateur, votez Thomas Barré dans Vaudreuil. Merci. Eh bien, messieurs, c'est sur cette note que se termine ce débat de personnalité et de vision. Merci beaucoup. Merci Yannick. Merci beaucoup. Merci Marie-André. Merci Jessica. Merci. Merci aux candidats de votre présence. Ce fut un privilège de vous avoir tous entendus sur ces différents enjeux et soyez certains que nous suivrons la suite de votre campagne. Un merci particulier à la Ville de Coteau-du-Lac pour l'utilisation du pavillon Wilson comme plateau de télévision et un grand merci à l'équipe technique qui est à l'arrière. Et quant à vous, chers citoyens et citoyennes, j'espère que ce débat vous aura éclairé dans votre choix et motivé à aller voter le 28 avril prochain afin d'exercer votre droit démocratique. Merci et au revoir.
entre amis, en groupe, entre collègues, entre aventuriers. Bienvenue dans notre havre de paix. Un endroit où le contact humain prime. À travers tout ce que nous faisons, nous mettons de l'avant des valeurs de partage, d'ouverture d'esprit et d'inclusion afin d'offrir des moments uniques et authentiques. Notre mission, permettre à tous de vivre l'ultime expérience de camp. Une expérience forgée à travers le temps et remplie d'histoire qui permet à chacun de reconnecter avec ses valeurs, son environnement et sa communauté. Nous sommes le centre de plein air Notre-Dame de Fatima. Un endroit unique. Un endroit accueillant. Un endroit où la nature humaine peut enfin se retrouver à l'état naturel. Moi, j'ai travaillé dans les usines. En 2004, les usines ont fermé. Je suis retournée à l'école. J'ai fait mon secondaire 5. J'ai gradué, puis j'ai eu mon AEC. J'ai travaillé quelques mois dans une école, mais finalement, j'ai eu la chance de me retrouver à Résidentiel. Résidentiel, c'est une maison d'hébergement à court terme pour les femmes et les enfants qui ont subi de la violence conjugale ou pour les mamans et les femmes qui se retrouvent en difficulté. L'aide que j'apporte aux femmes, c'est juste qu'elles se connaissent un peu plus, parce que les femmes qui ont subi de la violence, souvent, ils oublient leurs forces. Mais juste d'avoir à jaser avec eux autres, puis de leur faire comprendre que, gars, t'as des droits, puis t'as le droit d'être triste, puis t'as le droit d'être en maudit, puis tu sais, t'en as des forces, t'es une femme intelligente, là, pas parce que ton conjoint, ta conjointe te disait le contraire, c'est pas ça qui est vrai, là. Fait que de voir ces femmes-là prendre conscience de leur potentiel, de leur pouvoir personnel, de leur force, c'est ça qui m'allume. Puis de voir que je peux compter sur tous les partenaires aussi. Il y a de l'ouverture dans le Haut-Saint-Laurent. C'est ça qui m'a inspiré beaucoup. Je suis directeur général de la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-Laurent. Dans le fond, la CDC, c'est un regroupement d'organismes communautaires. Donc, c'est des regroupements de citoyens qui ont formé des organisations pour répondre à des besoins qui peuvent être dans différents secteurs d'activité. Moi, ce que je trouve le plus emballant, c'est justement le fait qu'on rejoint un mouvement, un regroupement de citoyens qui ont une passion, une cause qui leur tient à cœur. Cette cause-là est tellement contagieuse qu'on la fait nôtre, puis on travaille, dans le fond, au quotidien pour répondre à un besoin qui nous dépasse. C'est plus que juste faire notre travail au quotidien. On vient transformer la vie des gens. D'avoir cette opportunité-là, puis en plus d'en vivre, de bien en vivre, d'avoir une flexibilité d'horaire, puis beaucoup d'aménagements pour la famille, pour moi, c'est une joie. C'est vraiment de quoi qui se compare pas. Question quiz. Combien de sacs de plastique entrent à l'heure dans votre centre de tri, pensez-vous? 15 000. Conseil facile, prenez tous les sacs et emballages de plastique qui s'étirent et faites-en un sac de sacs. Ça va donner un gros coup de main au trieur. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut! Ici Robert Payan. Je vous invite à nous suivre sur la télévision communautaire, c'est sur la télé, afin de découvrir les croix de chemin de la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges. Pas les petites croix sur le bord des fossés, non, les grandes croix de 8 à 10 mètres avec les instruments de la Passion qui ont des fois plus de 100 ans et qui ont toute une histoire en art populaire. Suivez-nous, on vous attend.